Bonsoir tout le monde. Mon Dieu, vous êtes une salle bien disciplinée ce soir, déjà en silence. Donc, bienvenue à cette deuxième audience de la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards. Au nom des commissaires, je vous remercie grandement de vous être déplacés ce soir. Mon nom est Ariane Richard, je serai votre animatrice pour la soirée. Donc, le mandat de la Commission est de rencontrer les citoyennes et les citoyens, les communautés autochtones, ainsi que toutes les parties prenantes des régions visées afin de les entendre sur deux scénarios théoriques et hypothétiques qui ont été développés par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et qui favorisent l'autosuffisance du caribou. On est très, très content d'être à Baie-Saint-Paul aujourd'hui. La semaine dernière, on était à Sainte-Anne-des-Monts. On a eu des échanges très enrichissants. Donc, on est persuadé que ce soir, ce sera la même chose. Avant de débuter, j'aimerais préciser que l'événement est filmé et qu'une version éditée sera disponible sur le site web de la Commission dans les prochains jours. De plus, bon, c'est pas une surprise, mais je vous rappelle que les mesures sanitaires sont toujours en vigueur. Donc, je vous demanderai de garder votre masque toute la soirée. Évidemment, là, votre santé, elle est bien importante pour nous et je vous remercie de votre collaboration. Sans plus tarder, je vous présente les trois commissaires. Donc, on a d'abord la présidente, Mme Nancy Gélina. Nancy Gélina est la première femme de l'histoire de l'Université Laval à occuper les fonctions de doyenne de la faculté de foresterie, de géographie et de géomatique. Elle est également professeure-chercheuse en économie forestière. Formée entièrement à l'Université Laval, mais possédant des diplômes de 3 facultés, elle présente un parcours pluridisciplinaire qui s'est terminé par un doctorat en sciences forestières. Monsieur Clément Dastou. Donc, Monsieur Dastou possède plus de 34 années d'expérience dans la fonction publique québécoise, dont plus de 16 ans à titre d'administrateur d'État. Il a notamment exercé la fonction de sous-ministre au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, et il a également travaillé à Retraite Québec comme vice-président. Puis, le dernier non le moindre, M. Florent Gagné. Donc, M. Gagné possède plus de 37 ans d'expérience dans la fonction publique québécoise et fédérale, dont plus de 22 ans à titre d'administrateur d'État. Il a notamment été sous-ministre au ministère des Affaires municipales, sous-ministre de la Sécurité publique, directeur général de la Sûreté du Québec et sous-ministre des Transports. Avant de poursuivre, je vais vous présenter rapidement le déroulement de la soirée. Donc, nous allons commencer avec une brève présentation de la présidente qui viendra mettre la table aux discussions. Après un rappel du déroulement des travaux de la commission, elle dressera un état de la situation du caribou et présentera les grandes lignes des deux scénarios théoriques et hypothétiques qui ont été développés par le ministère. La suite de l'audience sera séparée en 2 volets. Donc, on va débuter par la présentation des mémoires selon l'ordre d'inscription au registre. Prenez note que les interventions, là, on souhaite entendre tout le monde ce soir, donc les interventions seront d'un maximum de 10 minutes, soit plus ou moins 5 minutes pour la présentation du mémoire, suivie d'une période de questions. Pour les personnes, si jamais il y en a qui ne se sont pas inscrits mais qui souhaitaient présenter un mémoire, soyez sans crainte, là, on aura une pause vers 20h30. Vous pourrez aller vous inscrire à l'arrière à la table d'inscription. Une fois la présentation des mémoires terminée, on va passer au tour de parole des citoyens. Donc, encore une fois, le temps de parole sera d'environ 5 minutes là, pour tous ceux souhaitant faire une intervention. Je laisserai maintenant la parole à la présidente de la commission, Mme Nancy Gélina. Merci beaucoup, Ariane. Bonsoir à tous. C'est vraiment un plaisir d'être ici ce soir et d'être venu à votre rencontre pour vous entendre sur le dossier du caribou. Alors, une brève présentation juste pour, comme Ariane l'a mentionné, pour mettre la table. C'est vrai, il faut que je sois patiente en pesant sur le bouton. Alors, je rappelle, pendant que l'acétate s'en vient, que le mandat de la commission, comme Marianne l'a mentionné, c'est vraiment d'écouter la population, les parties prenantes, les communautés autochtones, donc de vous entendre sur les préoccupations, mais surtout de vous entendre sur des pistes d'action, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour atteindre l'objectif de préservation tout en mettant une activité socio-économique là, dans les différentes régions concernées. Donc, les étapes pour arriver, en fait, du mandat qu'on nous a confié, il y a d'abord une première phase que j'appelle, moi, la phase 0, qui a été pour les commissaires de prendre connaissance de toute l'information disponible, en tout cas le plus possible, que ce soit des rapports, que ce soit des
la documentation scientifique. On a rencontré des experts également, des experts du ministère, mais aussi des experts indépendants, donc des universités et tout ça. Donc, cette phase 0 nous amène à cette phase, la phase 1, qui est la présente. Donc, les consultations publiques. On a débuté la semaine dernière avec Sainte-Anne-des-Monts. On est ici ce soir avec vous. Et on aura encore 5 autres villes que nous allons parcourir pour aller, encore une fois, à la rencontre de la population. Une fois les audiences terminées, on accumule plein d'informations, les discussions dans les audiences, les mémoires que tous chacun peut déposer et le questionnaire en ligne que vous pouvez aller répondre. On a déjà là, plus de 200 personnes qui ont répondu au questionnaire. Donc, on va colliger tout ça et en faire une analyse la plus exhaustive possible pour ensuite produire notre rapport et écrire ou proposer des recommandations au ministère pour qu'on rapidement on puisse passer à l'action et atteindre les objectifs de préservation des caribous. Alors, excusez-moi, là je vais trop vite. Tantôt c'était pas assez vite, là c'est trop vite. OK, je touche plus à rien. Je serais rendue à l'état de la situation. L'état de la situation, vous la connaissez, nous la connaissons. Évidemment, on a observé un déclin marqué de la plupart, sinon toutes les populations de caribous, là, sauf une. Donc ça, c'est un constat qui est bien établi. Il y a eu un plan d'action du gouvernement en 2016 qui proposait différentes étapes, donc avec des plans d'aménagement pour l'habitat du caribou dans plusieurs régions. Et une chose qui est vraiment importante de mentionner, c'est qu'on est tous conscients de la valeur sociale, économique, mais culturelle et très symbolique du caribou pour les Premières Nations et aussi pour l'ensemble de la communauté, la collectivité québécoise. Autre chose importante aussi à mentionner, c'est que les facteurs de déclin, on les connaît. Hein, les experts aussi nous l'ont dit, on a l'information, on sait que des perturbations d'origine humaine, d'origine naturelle, éventuellement liées au changement climatique qui vont encore une fois impacter les habitats. On sait aussi qu'il y a du dérangement des habitats, du dérangement des animaux par l'occupation humaine, aussi par la présence de certains parasites, certaines maladies. Donc tout ça, on les connaît. Maintenant, il faut déterminer vers où on s'en va, quelle sera la prochaine étape, les actions qu'on veut vraiment mettre en place. Le ministère a fait une tournée en 2019 avec, dans ses boîtes, là, dans ses cartons, un découpage du territoire, donc en zonage. À partir de cette information-là, il a fait travailler des groupes opérationnels régionaux, donc dans les territoires concernés, pour arriver à proposer un scénario qui limitait le plus possible les impacts socio-économiques des scénarios pour la protection du caribou. Donc, de mai à juin 2019, le ministre a fait sa tournée pour recueillir justement les préoccupations des régions, a fait travailler des groupes opérationnels régionaux et est arrivé par la suite avec ce qu'on vous présente aujourd'hui, des scénarios qu'on appelle des scénarios hypothétiques. Donc, 2 scénarios ou théoriques hypothétiques. Et je tiens à préciser, même si parfois ça peut être perçu, ça a été peut-être mal compris, mais ce ne sont pas les scénarios des 3 commissaires qui sont devant vous, ce sont vraiment les scénarios du ministère. Donc, le premier scénario qu'il appelle consultatif révisé provient justement du travail des gares, un peu modifié avec la nouvelle information, les nouvelles connaissances, réduction des impacts socio-économiques, et donc a proposé le scénario consultatif révisé, qui vise justement à minimiser là, l'impact et à favoriser évidemment l'autosuffisance des populations de caribous concernées. À partir de ce scénario-là, il présente un deuxième scénario où on dit sans impact additionnel par rapport au plan d'aménagement pour les caribous forestiers qui était déjà en place. Donc, on veut limiter les impacts donc, en termes de possibilités forestières. Là, je m'excuse, je vais peut-être vite par rapport à ceux qui m'aident avec les diapos, mais de toute façon, la cartographie là, est difficile à voir de loin. Peut-être observer celle-là comme il faut. Je donne 30 secondes. Après ça, on peut passer au scénario suivant. Donc, le sans impact forestier additionnel
Donc, comme je vous ai dit, il partait du scénario révisé. Et là, le ministère a dit comment on peut éliminer l'impact additionnel sur la possibilité forestière, donc en retirant finalement des territoires pour obtenir ce sans impact additionnel, en se disant on va concentrer nos efforts sur certaines populations de caribous où on a peut-être le plus de chances de réhabiliter le territoire. Donc, si on va à la diapo suivante avec la carte, donc si vous observez bien, c'est comme les erreurs, les photos d'erreurs avant-après. Il y a trois disparitions principales qu'on voit clairement de zones de ZHR, de zones d'habitat de restauration. Donc, si on va à la diapo suivante, finalement, le deuxième scénario, le ministère propose, en fait, pas qu'il propose, le scénario qui est sur la table, c'est comme si on retirait donc 4 ZHR, celle de la population de Val-d'Or, celle de Charlevoix, donc qui vous préoccupe probablement, Pipe-Moican et Péribonka, et en même temps, des zones de connectivité qui connectaient les ZHR avec les autres territoires qu'on appelait les vastes espaces propices. Donc, voilà les deux scénarios. L'impact pour la région de Charlevoix ou pour la capitale nationale, je viens de le mentionner, on a 2 scénarios, c'est tout un, tout l'autre. Donc, on conserve la ZHR Charlevoix, donc on met des efforts de réhabilitation du territoire, des modalités de gestion pour le caribou, ou bien on retire cette ZHR, et ce qui fait que ça enlève les modalités ou les contraintes de gestion et ça libère du volume finalement pour le secteur forestier. Donc, si on va à la diapo suivante, en fait, c'est un peu les chiffres pour représenter la différence entre les 2 scénarios. Donc, dans un consultatif révisé, on a l'ensemble du territoire, donc c'est près de 5000 km² qui devient la zone là, à réhabiliter, versus l'autre scénario où il n'y en a pas. Et l'impact ici sur les possibilités forestières, elle est positive parce que depuis le dernier calcul du forestier en chef, il y a des nouvelles modalités, des nouvelles connaissances, ce qui fait que l'impact est quand même positif, même avec le scénario consultatif révisé. Et la diapo suivante met en relief les coûts associés autant à la gestion du territoire, principalement par le démantèlement de chemins forestiers, mais aussi, on dirait qu'on joue de la musique, mais aussi des coûts reliés à la gestion des populations, donc contrôle de la prédation, réduction du dérangement, la mise en place d'enclos, d'exclos et toute la gestion qui vient avec ces exclos, ces enclos. Alors, voilà, ça termine donc ma présentation. Nous avons maintenant très hâte de vous entendre, d'entendre vos commentaires, vos recommandations et vos préoccupations. Merci beaucoup, Mme Gélina, pour la présentation. Pour ceux et celles qui seraient intéressés à en apprendre plus, la Commission a rendu disponible sur son site Internet un document de consultation exhaustif, donc vous pourrez le télécharger. Sans plus tarder, on va commencer la présentation des mémoires. Donc, je vous rappelle que les interventions seront d'un maximum de 10 minutes. Je vais appeler chaque personne ou groupe inscrit selon l'ordre au registre. Je vous demanderai, avant de débuter votre présentation, de simplement dire votre nom et mentionner l'organisation que vous représentez. Puis, avant de commencer, j'aimerais aussi insister sur l'importance du respect. Donc, en fait, pour la Commission, il est primordial que les échanges se déroulent de façon courtoise dans le respect des gens, des opinions et des procédures de la Commission. Donc, s'il vous plaît, seulement les membres de la Commission pourront poser des questions et intervenir à la suite des présentations. Je vous demande également le plus possible de respecter votre temps de parole. Donc, on souhaite que tous aient l'occasion de s'exprimer ce soir. Donc, on commence. Je demanderai à M. Serge Couturier de se présenter au micro. Prière de garder votre masque et d'éviter de toucher le micro, s'il vous plaît. Mais je vais l'enlever pour parler, s'il vous plaît. Oui. Merci. J'étais à Sainte-Anne-des-Monts lors de la première présentation. On nous avait dit 10 minutes de préparation. Finalement, on nous a dit c'est 5 minutes. Ici, on nous dit 5 minutes et j'arrive et j'ai fait un effort pour couper tout depuis hier. Et on a comme le feu vert pour étirer un peu au-delà du 5 minutes.
Monsieur Couturier, c'est en tout respect, l'information qui avait été transmise au départ, c'était au total de 10 minutes, 5 minutes de présentation, 5 minutes de discussion. La semaine dernière, effectivement, vous nous avez mentionné, donc, parce qu'on vous a bien entendu, on dit aujourd'hui qu'au total, c'est 10 minutes. Donc, si vous débordez du 5, on aura seulement moins de temps pour discuter. Pour les questions, d'accord. Mon nom, c'est Serge Couturier, je suis biologiste. J'ai travaillé pendant 27 ans comme biologiste du caribou au ministère de la Faune du gouvernement du Québec jusqu'en 2012, où j'ai pris une retraite anticipée. Et depuis ce temps-là, je travaille sur divers projets à titre de consultant indépendant, divers projets touchant le caribou à travers le Canada. Je pense que d'entrée de jeu, on doit mentionner que le mandat et le nom de la commission sont invalides parce qu'il n'y a pas le mot « conservation » entre autres. Donc, l'objectif de conservation du caribou n'est pas dans le nom ou dans le mandat de la commission. Nous sommes ici parce que depuis 20 ans, les gouvernements du Québec successifs ont accumulé des délais pour retarder les décisions sur la protection du caribou forestier et de son habitat. Le gouvernement actuel en a un peu ajouté en multipliant les stratégies pour retarder les actions de conservation jusqu'après les élections. En décembre 2020, le gouvernement a bloqué systématiquement 83 projets d'aires protégées, dont des projets dans l'aire du caribou forestier. Ces projets d'aires protégées ont simplement été rejetés du revers de la main parce qu'ils contenaient des arbres encore debout qui pourraient un jour être intéressants pour l'industrie forestière, et c'est très dommage. Il y avait des projets d'aires protégées dans l'aire du caribou forestier là-dedans. On entend beaucoup parler d'équilibre. S'il vous plaît, il faut arrêter de parler d'équilibre entre économie et conservation du caribou parce que depuis 20 ans, le caribou n'a gagné aucune bataille. Et les 7 caribous de Val-d'Or et les 16 de Charlevoix, qui sont maintenant en enclos, sont sur le point de disparaître. Pour ces 23 caribous, l'équilibre recherché, supposé équilibre recherché par le gouvernement, ils ne l'ont pas vu passer. Par contre, ce qu'ils ont vu passer, c'est les multifonctionnels d'abattage de jour comme de nuit. Malgré tout le respect qu'on doit avoir pour l'expertise économique de la commission, il est quand même déplorable que le gouvernement n'ait pas jugé bon d'avoir un biologiste de la faune sur la commission. Et on peut faire le parallèle avec la commission Coulombe en 2004. La commission Coulombe avait des biologistes et des ingénieurs forestiers, ce qui n'est pas le cas sur la commission actuelle. Donc, ça nous confirme que la commission, malheureusement, je dis malheureusement dans un esprit de conservation du caribou, ne va que focusser sur les impacts économiques liés à la conservation du caribou. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dispose d'un plan de rétablissement du caribou forestier 2013-2023. Donc, il possédait le mode d'emploi pour sauver le caribou forestier, mais il a décidé de l'ignorer et de continuer à surexploiter la forêt pour des intérêts économiques à court terme. On peut se demander où est l'équipe de rétablissement du caribou forestier qui a préparé ce plan de rétablissement. Cette équipe de rétablissement compte 38 personnes ou organismes. C'est des gens qui ont travaillé pendant des décennies, pas les mêmes personnes, mais ces organismes-là étaient représentés pendant des décennies pour préparer un plan de rétablissement du caribou forestier. Et là, on dirait qu'ils n'existent plus. Le gouvernement, à ce moment-ci, par la voie de la commission, nous demande: faut-il sacrifier les populations isolées de Val-d'Or, par exemple, et de Charlevoix, dont l'habitat est perturbé à 65 et 90 % pour Val-d'Or et Charlevoix, respectivement? Pour le cas de Val-d'Or, le ministère a reconnu qu'ils avaient échoué dans la conservation des caribous de Val-d'Or et que l'habitat était maintenant trop perturbé pour la survie du caribou. Il s'agit vraiment d'un raisonnement circulaire qui est, selon moi, indécent, parce que le même ministère qui a autorisé les coupes nous dit maintenant que l'habitat est trop perturbé pour supporter les caribous. Donc, si on résume, la stratégie circulaire, c'est détruire, constater le dégât, s'excuser, se déplacer vers le nord et recommencer. Maintenant, c'est Val-d'Or, Charlevoix puis Mohawken qu'on voudrait sacrifier. Ensuite, ce sera Gaspésie puis Ribonka, jusqu'où cela va s'arrêter. L'impact économique de la conservation du caribou a été estimé par les gens du ministère et ça a été remis comme base de discussion à la commission.
Malheureusement, ces estimations-là en millions de dollars et en centaines de jobs perdus à cause du caribou sont invalides et largement surestimées. Malheureusement, ce n'est que de la propagande qui provient du ministère. Je demande à la Commission de valider ces chiffres fantaisistes, surtout quand on sait que l'industrie n'utilise pas tous les volumes qui lui sont accordés. Alors, comment on peut faire une relation entre millions de mètres cubes et jobs perdus? Ces millions de mètres cubes-là sont à l'intérieur, possiblement, des volumes qui ne sont pas utilisés par l'industrie. Le caribou, on le présente souvent comme le seul et le pire problème de l'industrie forestière, mais c'est vraiment pas le cas. Les tarifs douaniers imposés par les États-Unis, entre autres, sont bien pires que le caribou. Et il y a une étude fascinante qui a été faite par des collègues à l'Université Laval, Daniel Fortin, entre autres, et un chercheur des États-Unis, l'Université de Montana, qui a étudié les relations entre les superficies coupées dans la forêt boréale et le taux de change américain. Et ils ont montré une relation directe entre les superficies coupées. Donc, quand le taux de change est favorable, il y a plus de forêts qui sont coupées et d'habitats du caribou qui sont détruits. Mais à l'inverse, quand le taux de change est défavorable, c'est l'inverse. Moi, je pense qu'il faut se rappeler que les industries ont aussi besoin de leur certification environnementale. On ne peut pas ignorer le caribou et dire, bon, OK, on les a placés dans des mouroirs, dans des enclos. Les compagnies, les industriels vont avoir à répondre à des questions lorsqu'ils vont renouveler leur certification environnementale. Moi, je pense qu'il faut revoir tout le modèle économique qui est largement subventionné de l'exploitation de nos forêts au bénéfice des compagnies, et se sortir de l'ère de Duplessis. La forêt devrait appartenir à tous les Québécois, même à ceux qui n'ont pas l'honneur de recevoir la visite de la Commission. Le ministère des Forêts a placé en enclos les caribous de Val-d'Or en mars 2020 et ceux de Charlevoix en mars 2022, sans avoir annoncé la moindre lueur de plan de retour en nature. Ce sont donc que des mouroirs à caribous. On parque les caribous dans des enclos et on attend qu'ils meurent. Cet élevage ou ce stationnement de caribous à Val-d'Or a été un échec parce qu'il n'y a eu aucune naissance en 2020 et une seule naissance en 2021. Il y a aussi eu, ce qu'on a appris par hasard, un autre fan qui est mort en 2021. Donc, c'est vraiment un échec de cette mise en enclos. Il faut se rappeler que le ministère n'a aucune expertise dans la garde des animaux en captivité et que c'est les zoos qui font ça normalement, pas un ministère qui s'occupe de la faune sauvage. Malheureusement, ces mouroirs à caribou vont annuler la portée réelle des lois sur les espèces menacées. Parce que si c'est bon pour le caribou, alors pourquoi pas aussi pour la rainette faugrillon dans la région de Longueuil? Heureusement que le ministère des Forêts n'a pas de juridiction sur les mammifères marins du Saint-Laurent, car les bélugas risqueraient de se retrouver dans une piscine. Pour conclure, le caribou forestier de plusieurs groupes isolés est en situation très précaire, proche de l'extinction et ne peut plus attendre. Je pense que la Commission a le devoir moral de décrire les lacunes de la gestion défaillante des forêts, lacunes qui ont causé la situation critique actuelle du caribou forestier. Sauver le caribou, il faut s'en rappeler, ce serait aussi sauver la forêt boréale et conserver son écosystème contre ceux qui voient la forêt ou l'exploitation des ressources naturelles seulement sur un échelon de 4 ans à l'avance. Le ministre des Forêts, M. Pierre Dufour, a dit dans un reportage La Semaine verte à Radio-Canada la semaine dernière, ouvrez les guillemets, « Quand je parle avec certains groupes qui ne parlent que de protection du caribou, puis de le laisser gambader dans la nature naturelle, fermez les guillemets, ben moi je lui réponds, oui, Monsieur le ministre, votre mandat, c'est justement de sauvegarder les espèces menacées et de les laisser gambader dans la nature naturelle, pas de les mettre en prison à perpétuité. » Merci. Monsieur Couturier, on aurait une question pour vous. Vous avez débuté en disant que la semaine dernière, vous étiez à Sainte-Anne-des-Monts, effectivement, puis vous avez parlé d'un projet qui nous a apparu fort intéressant avec le bioparc. Est-ce que, peut-être juste dire 2 mots là-dessus pour que les gens puissent savoir de quoi on parle? Et notre question, c'est est-ce que ce genre de projet-là
pourrait aussi être implanté pour la population de Charlevoix? Merci de la question. Oui, effectivement, je n'ai pas voulu parler trop de Gaspésie parce que, justement, c'est plus loin, puis je voulais me concentrer sur le caribou forestier. Mais en effet, pour la Gaspésie, je pense qu'avec une population entre 30 et 36 actuellement, c'est la dernière chance de prendre une partie de ces animaux-là, les emmener dans le zoo. On a préparé un projet avec le bioparc de la Gaspésie qui est situé à Bonaventure. On les emmène au zoo de Bonaventure qui ont l'expertise, la garde en captivité, et on réintroduirait sur une phase de 3 ans de projet pilote, on réintroduirait les juvéniles quand ils seraient âgés de 11 mois, c'est-à-dire des animaux qui ont presque la stature d'adultes. Et pendant 3 ans, on pourrait faire ça, ça donnerait un boost au déclin et ça stopperait le déclin parce qu'en Gaspésie, c'est vraiment une chute rapide. Oui, ça pourrait se faire à d'autres endroits. Il faut se rappeler que les caribous de Charlevoix sont issus de la réintroduction dans les fin des années 60, début des années 70. Il y a 82 caribous qui ont été réintroduits et qui ont donné la population de Charlevoix qu'on appelait à l'époque Grand Jardin ou même Parc des Laurentides. Donc, oui, on pourrait. Il y a un enclos qui est là. On pourrait même s'associer avec un zoo et éventuellement avoir un plan de retour en nature de ces animaux-là. Parce que sans plan de retour en nature, je m'excuse, mais je reviens toujours avec mon expression, si on n'a pas de plan de retour en nature, c'est des mouroirs à caribou. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Couturier. J'appellerai maintenant M. Jocelyn Fournier à venir au micro. Alors, merci, mesdames, messieurs les commissaires, de nous donner l'opportunité de présenter notre mémoire. Comme je mentionnais, mon nom est Jocelyn Fournier. Je vous parle au nom d'un collectif, celui-là de la Grande Marche pour la protection des forêts. Le collectif est un mouvement citoyen dont les demandes sont appuyées par de nombreuses organisations. Nous avons organisé une marche de Ripon à Québec à la fin de l'été 2021 pour promouvoir l'importance de la biodiversité, des aires protégées et du dialogue avec les Premières Nations dans tout ce qui a trait à l'environnement. Certains membres du mouvement ont ensuite rencontré M. les ministres Benoît Charette et Pierre Dufour le 19 octobre pour leur faire part des 4 demandes du collectif qui se résument ainsi. 1. Autorisation des aires protégées au sud du 49e parallèle. 2. Soutenir la création d'un observatoire indépendant de la forêt. 3. Protéger les boisés urbains et périurbains dans les communautés métropolitaines et dans les MRC. Et 4. Modification de la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. C'est gros, oui. Effectivement. On vise bien. Alors, la position du collectif. Nous sommes d'avis, nous, que la future stratégie sur le caribou doit impérativement assurer le rétablissement de l'ensemble des populations de caribou. Nos propositions sont faites en tenant compte du présent état de perturbation de la forêt québécoise, qu'elle soit d'origine anthropique ou naturelle. Bien que les données provenant des recherches fondamentales sur la physiologie de la forêt et sur sa réponse au stress causé par le réchauffement soient préliminaires, il y a tout lieu de penser que le niveau de productivité de la forêt boréale sera appelé à décroître au cours des prochaines décennies. Selon le principe de précaution, mieux vaut maintenant amorcer une réflexion afin de diminuer à court terme le nombre d'emplois reliés à la foresterie, car les conséquences seront encore plus sévères si l'on reporte cette démarche plus tard. La méthodologie de calcul des scénarios. Oui, nous y sommes penchés et nous apprécions le partage de l'information sur la méthodologie choisie pour calculer les scénarios et comprenons que la matrice d'utilisation a été construite à partir de possibilités forestières en 2018 et 2023, et surtout de la moyenne annuelle des volumes consommés par les scieries et les usines entre 2010 et 2020. Dans le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les îles, Saguenay, Lac-Saint-Jean, le volume moyen de bois récolté est supérieur au volume marchand attribué et octroyé au cours des 5 dernières années. Il est dommage de constater que des massifs forestiers se sont vus retirer leur statut de protection ou protégés
avant la mise en œuvre de la stratégie caribou, alors que dans la même région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le volume de bois récolté était supérieur au volume attribué. Le collectif considère important que les facteurs et les critères d'analyse utilisés par le forestier en chef dans ses calculs sur les possibilités forestières soient connus de la population. Il faut dire la vérité aujourd'hui. On est en période de réconciliation. Le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial disent oui à la réconciliation, mais il faut qu'ils le démontrent. Il faut qu'on ait des preuves. On veut du concret. On veut voir que ces gouvernements-là agissent pour ce qu'ils ont dit. Ça veut dire la réconciliation. Ces paroles viennent de M. Adélard Benjamin, agent de projet, secteur, territoire et ressources du Conseil des Inuits de Pessamit. Je vous parle un peu d'aspect économique. Au moment où sera confirmé l'appauvrissement de la récolte forestière, ou alors lors du prochain embargo sur notre bois exporté, le contexte nous forcera bien à revoir le modèle économique actuel de la forêt, de l'industrie forestière. Nous pourrions-nous pas amorcer une réflexion à cet égard dès maintenant? Mais pour savoir où l'on va, il faut connaître d'où nous venons. Notre mémoire fait un bref résumé de l'histoire de l'industrie forestière au Québec, incluant notamment le témoignage de l'anthropologue Serge Bouchard, livré dans le cadre de la commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics en 2017. Pour implanter le scénario consultatif révisé, il est important que des ressources financières additionnelles doivent être allouées au MFFP. Afin d'assurer la pérennité de l'industrie forestière, mais avec un certain niveau, d'intensité moindre, le collectif est d'avis qu'il faut réduire la possibilité forestière à partir de laquelle les volumes attribuables sont calculés. Un indicateur rigoureux et fiable servant de base de calcul de la possibilité forestière devrait être celui de la biodiversité à préserver. Si le caribou est l'espèce parapluie en cette période de questionnement où la science nous a montré qu'un niveau de perturbation ne devait pas excéder 35 %, d'autres espèces parapluies pourraient jouer ce rôle dans d'autres forêts du Québec. Au chapitre des droits et intérêts des Premières Nations, le collectif a pris bonne note que ces dernières ont souligné l'importance d'être étroitement associées à toutes les étapes du processus de rétablissement du caribou. Permettez. Le fondement même de l'économie forestière au Québec est basé sur une injustice qui a généré tant de souffrances. Selon ce que nous savons aujourd'hui, si nous désirions être des humains dignes de ce nom, il est nécessaire de rétablir une économie empreinte de bienveillance envers tous les citoyens. Des industries, notamment celles du pétrole et du gaz, ont été financièrement compensées pour mettre un terme à des projets d'exploration et des projets pilotes d'exploitation des minces ressources d'hydrocarbures du sous-sol québécois. Il nous semble tout aussi important et logique, sinon plus, que le ministère obtienne les fonds nécessaires récurrents pour protéger et restaurer les habitats des caribous, puisque ces forêts ont déjà tant contribué aux économies régionales depuis plus d'un siècle et demi. Quelques recommandations suggéraient l'attention du ministre ici. 1. Autoriser le projet d'aire protégé soumis par les Inuits de Pessamit afin d'éviter que la population de caribous du Pic-Moican subisse le même sort que celle de Val-d'Or et de Charlevoix. 2. Le ministère doit allouer des budgets régionaux à la création de coopératives d'initiatives autochtones, allochtones ou mixtes, ou encore d'organismes sans but lucratif ou d'autres organisations au sein des territoires où le caribou était ou est endémique, dans le but de rétablir les habitats fortement perturbés pour le retour de l'espèce. 3. Pour les arbres de Val-d'Or et de Charlevoix, le ministère doit solliciter l'intérêt des Premières Nations concernées, qu'elles soient participantes ou non au programme fédéral des gardiens autochtones de la Terre, pour élaborer et implanter un protocole de soins animaliers à long terme, incluant le contrôle de la prédation et, une fois le taux de remplacement assuré en enclos, développer et implanter une stratégie de réintroduction graduelle des individus afin de leur réapprendre à vivre et à se remplacer en milieu naturel de manière pérenne. Les connaissances consensuelles des spécialistes biologistes, tant internes qu'externes, de concert
avec l'expertise des Autochtones connaissant l'état d'une population donnée, devrait faire figure d'autorité dans le processus décisionnel d'ajouter ou de soustraire aux possibilités forestières des territoires propices à l'habitat du caribou, et ce, pour les 11 arbres vivant toujours en milieu naturel. Dans un scénario comme dans l'autre, la planification stratégique régionale est la même pour le caribou montagnard. L'aménagement forestier de son aire de répartition se fera dans un contexte de zone d'habitat en restauration. Par conséquent, le calcul annuel du pourcentage de perturbation du territoire devra être fait par les experts ministériels, internes et aussi externes, de concert avec les représentants des communautés locales et autochtones afin de rendre le processus le plus transparent possible. Et pour les mesures de gestion animale du caribou montagnard spécifiques au retour périodique en nature des mères et de leurs fans, le ministère doit optimaliser le partage des connaissances entre les experts biologistes internes et externes pour minimiser le risque de ce protocole-là tout en tenant la communauté locale régulièrement informée. Je termine en vous faisant 2 demandes. Notre collectif demande à ce que la Commission se fasse un devoir de solliciter une rencontre avec les Premières Nations dans chacune des régions où elle va siéger, au même titre qu'avec les autres parties prenantes. Et deuxièmement, compte tenu du statut indépendant de votre commission, nous vous demandons de faire en sorte que la situation de la réconciliation soit prise en compte tout au long de vos réflexions et recommandations que vous ferez ensuite au ministre. Je termine en vous remerciant pour l'opportunité encore une fois, puis je peux répondre à vos questions s'il reste un petit peu de temps. Merci. Peut-être une question pour vous, Oui, M. Fournier. Vous avez parlé au début de modifier la loi dans vos 4 points. Oui, c'est une chose. C'était le 4e, je crois. Pourriez-vous nous en parler un petit peu plus? Sur cet ajout-là dans la loi, je vais m'en remettre à mes collègues qui ont rencontré le ministre Dufour, et puis leur vœu, je pense, portait davantage, si je retiens bien ce qu'ils mentionnaient, qu'il n'y a pas assez d'indépendance pour l'instant dans la loi où l'aménagement du territoire se fait et que la notion de la préservation de la biodiversité, elle n'est pas prise en compte. Okay. C'est dans ce sens-là que la loi, que le ministère, dans ses principes, doit respecter la loi alors qu'il ne fait rien pour l'instant. Le caribou, il en est l'exemple par appui, par exemple, notoire. Merci. Je voudrais réagir à vos deux demandes. Ça va être facile à répondre. OK. La première, concernant les Autochtones, toutes les communautés, tous les chefs des communautés autochtones ont été sollicités déjà. Peut-être que quand ils ont sorti dans les médias, ils n'avaient pas pris connaissance encore de l'invitation, mais ça a été fait. Là. Je m'en porte garant, je peux vous donner les preuves. C'est récent, donc? Et il y a 2 semaines, là, en même temps qu'on a lancé les audiences, et on a déjà des rencontres de prévues avec certaines des communautés. Donc ça, soyez sans crainte, c'est dans notre intention, on va tout faire pour qu'ils soient des parties prenantes fortement impliqués dans le processus de la commission. Alors, je vous remercie. Et le deuxième point, l'indépendance, c'est aussi notre objectif, même si certains peuvent douter de l'indépendance de la commission. Moi, je remets sur la table que nous sommes vraiment une commission indépendante, que nous voulons que tout le monde puisse y participer. Et notre intention, c'est de soumettre des recommandations. Par exemple, le mémoire que vous avez déposé comme collectif, il y a plusieurs points vraiment intéressants. On cherche des choses qui sont concrètes, qui sont proactives. Et donc, c'est vraiment très, très pertinent. Et on va essayer d'aller ramasser le plus d'informations possible pour faire bouger les choses. Je sais qu'on est seulement 3 individus, mais si le collectif et la collectivité sont derrière nous, peut-être qu'ensemble, on arrive. Nous vous en sommes reconnaissants. Il y a plus que 6 recommandations que nous avons déposées, que nous avons inscrites dans notre mémoire. Je pense qu'il y en a un total de 8 ou 9, davantage techniques sur l'aspect mécanique de préservation des pauvres bêtes qui sont maintenant en enclos. Maintenant aussi pour prévoir le même sort pour le troupeau du pic-moican et du péribonca. Mais je tiens à dire que c'est quand même un mémoire d'une dizaine de pages. Puis lorsque j'ai inscrit déposé le mémoire samedi soir, j'ai réalisé que le temps était moindre que 10 minutes. Alors, j'ai travaillé fort depuis dimanche pour amener ça à 6-7 minutes.
Mais sachez que c'est beaucoup plus exhaustif de ce que j'ai pu dire. Il y a un fil conducteur peut-être qui se tient un peu plus que ce que j'ai élaboré ici. On en a déjà pris connaissance. Ah oui? Ah bon, ben je vous remercie beaucoup. On est actifs. Je vous remercie beaucoup. beaucoup. Ça rentre, on prend connaissance. Et puis, si vous me permettez, je pourrais dire à l'audience que notre mémoire, nous, va être déposée. En fait, il va être mis sur notre site Tous web. les mémoires seront publics de toute façon. Les mémoires déposées dans le cadre de la commission seront disponibles. À partir de quand? Je ne saurais dire. C'est une bonne question, mais bientôt, on va commencer à les publier. Là, mais vous pouvez faire votre intervention. Là, donc, je comprends que votre mémoire sera sur votre site web. D'ici au plus tard, la fin de la semaine. Voilà. Et puis, donc, j'invite les gens tout simplement à googler lagrandmarche.ca et sous la rubrique ressources, vous allez trouver les 10 pages intègres de ce qu'on a pu concevoir ensemble pendant les 3 dernières semaines. Parfait. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, M. Fournier. J'invite maintenant Mme Alice-Anne Simard à venir au micro. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Alors, je m'appelle Alice-Anne Simard, je suis la directrice générale de Nature Québec. Nature Québec, c'est une organisation environnementale nationale qui travaille depuis 40 ans sur les questions de biodiversité, d'énergie, de climat, de forêt, d'environnement urbain. Et nos bureaux sont basés à Québec, mais on sensibilise, mobilise et agit partout au Québec. Et on travaille aussi depuis plus de 10 ans à trouver des solutions concrètes qui permettront d'optimiser les stratégies de rétablissement du caribou. J'y avais mes 2 collègues qui étaient à Saint-Anne-des-Monts la semaine dernière pour présenter nos recommandations là, sur le caribou montagnard de la Gaspésie. Et moi, ce soir, je vais me concentrer là, spécifiquement sur le caribou de Charlevoix, mais aussi sur l'ensemble des populations de caribous forestiers. Donc, d'emblée, là, Nature Québec tient à dénoncer les propos de la présidente, en tout respect évidemment, concernant, en fait, qui a eu lieu durant la présentation initiale des 2 scénarios à l'étude par le MFFP. Donc, Mme Gélina a mentionné que ces 2 scénarios sont 2 extrêmes d'un même spectre. Cette affirmation, elle est hautement problématique et ça nous fait même douter, en fait, de la crédibilité de la commission. Je vous explique pourquoi. Bien que le premier scénario, qui est ce scénario consultatif révisé, c'est un bon point de départ, c'est déjà un énorme compromis entre les besoins du caribou, les besoins de ce que la science nous dit et les revendications de l'industrie forestière. C'est un scénario minimal qui devrait être bonifié par la création d'aires protégées pour pérenniser la protection de l'habitat du caribou. Et aller en deçà de ce scénario-là, ça ne respecterait pas les engagements du Québec envers la protection du caribou et ça serait juste une invitation finalement à l'intervention du gouvernement fédéral. Quant à lui, le 2e scénario, là, dit sans impact forestier additionnel, que vous avez présenté ici spécifiquement aussi pour Charlevoix, bien, ça mènerait en fait tout simplement à la disparition à court terme des populations de Charlevoix, mais aussi de Val-d'Or et du Pied-de-Moicane. Et on doit avouer à Nature Québec là, qu'on trouve ça assez incroyable que la commission vienne à Baie-Saint-Paul présenter un scénario qui ferait disparaître les caribous de Charlevoix, rien de moins là. Un scénario qui fait disparaître le quart des populations de caribous forestiers et qui met la hache dans les zones de connectivité. C'est un scénario qui est irrécevable et qui ne devrait tout simplement pas être étudié par cette commission. Il ne faut absolument pas chercher là, un juste milieu entre le premier scénario, qui est déjà un compromis, et le 2e scénario catastrophique pour le caribou. Ces 2 scénarios, ce ne sont pas des extrêmes. Il n'y a qu'un scénario extrême, et c'est le scénario où on abandonne le caribou, notamment le caribou de Charlevoix. Il est aussi déplorable, en fait, de constater l'absence d'un scénario sans impact sur le caribou, alors qu'on détaille de long en large les impacts sur l'économie. Et cette commission a donc commencé son mandat, selon nous, avec un préjugé défavorable face au caribou, en considérant qu'il est normal que cette espèce emblématique subisse des impacts importants, mais pas l'économie. Et en plus, bien, les seules conséquences économiques qui sont présentées, qui sont considérées, c'est les conséquences qui sont liées à la perte de possibilités forestières. La perte du caribou et de son habitat, la destruction de son habitat, ça engendrerait aussi des impacts majeurs
sur la vitalité économique des régions, mais ces impacts-là ne sont pas étudiés présentement par la Commission et ils devraient l'être. Maintenant, malgré la situation précaire de certaines populations de caribous, il ne faut pas oublier que c'est une responsabilité du Québec, qui est partagée avec le fédéral, de protéger les espèces menacées et que c'est l'inaction des gouvernements successifs au cours des dernières années qui force maintenant la prise de décisions extrêmes, la prise de mesures extrêmes, comme par exemple la mise en enclos et l'abattage des prédateurs. Et si on continue comme ça à sacrifier des populations de caribous, bien, ça reviendrait à avouer l'échec du gouvernement à respecter ses engagements, notamment ses engagements légaux, et ça témoignerait de son incapacité à gérer adéquatement ses forêts et à vivre en harmonie avec la nature. Ne pas respecter même ses obligations morales et légales, ça pourrait entacher la réputation du Québec à l'international et ça pourrait même avoir un impact sur l'accès finalement aux marchés internationaux. Par exemple, là, ça pourrait engendrer la perte de nos certifications forestières, comme la certification FSC, par exemple. Et si on perd ces certifications forestières-là, bien, ça va engendrer à coup sûr la perte de nombreux clients pour l'exportation de nos produits de bois, de nos produits ligneux. Et ça, ce sont les travailleurs, travailleuses et les communautés locales qui vont en souffrir. Donc, il ne faut pas oublier non plus qu'une stratégie ambitieuse, ça serait non seulement bénéfique pour le caribou, pour la biodiversité, mais ça permettrait également de préserver plusieurs autres services écosystémiques qui sont rendus par l'habitat du caribou, qui est constitué de forêts matures, on le sait. Donc, les efforts de protection et de restauration de l'habitat du caribou, ça engendrerait aussi des bénéfices sociaux, culturels importants, beaucoup plus larges que seulement le maintien des caribous, que ce soit par exemple la protection des ressources hydriques, la préservation de la faune, de la flore associée aux vieilles forêts, l'augmentation de notre résilience face au changement climatique. Il existe une multitude d'arguments valables qui justifient les efforts de protection de toutes les populations, même celles en situation plus critique. Donc, il est donc essentiel d'assurer le rétablissement de l'ensemble des populations de caribous forestiers et montagnards. Donc, en terminant, bien, la recommandation principale de Nature Québec à ce stade-ci, c'est de s'assurer que pour toutes les populations de caribous forestiers et montagnards, le taux de perturbation de l'habitat soit limité, soit diminué en fait à un maximum de 35 % le plus rapidement possible. Parce qu'il ne faut pas oublier que, bon, on le sait, à 35 % de perturbation de l'habitat, la probabilité d'autosuffisance de la population est seulement de 60 %. Ça constitue donc déjà un important compromis. Donc, pour arriver à ce seuil-là, il faut s'assurer dès maintenant de restaurer activement l'habitat et surtout de diminuer fortement les coupes forestières dans l'habitat. Donc, la stratégie qui doit résulter de l'exercice présentement là, mené par la Commission, ça doit être de présenter des mesures concrètes pour atteindre ce seuil de 35 %, sans quoi on a peur finalement que c'est la crédibilité de la Commission et même du Québec en entier là, qui va être en jeu. Donc, merci. Merci, Mme Simard. Justement, votre collègue, la semaine dernière, nous a parlé de nouveaux scénarios que Nature Québec aurait à nous présenter. Est-ce que c'est un peu ça que que vous venez de terminer avec? C'est ça. Donc, notre mémoire, on est toujours en train de le rédiger. On attend de voir aussi comment la situation va évoluer face à l'intervention du fédéral, comment la situation va évoluer face à les consultations de la Commission. Mais on va essayer de vous présenter, évidemment, des scénarios aussi là, plus concrets pour réussir à atteindre ce seuil maximum de perturbation. Parce que, tu vois, le 35 %, beaucoup nous ont dit que même ça, c'est pas suffisant. C'est un minimum. Et dans les faits, ce que vous nous présentez, c'est très loin encore de ce seuil-là. Donc, évidemment, c'est un minimum à respecter, même il faut aller plus loin que ça. Là. Parfait. Je terminerai juste en disant qu'on s'est présenté ici en remettant sur la table que ce ne sont pas les scénarios. Puis là, je comprends qu'il y a un malaise, que même nous, on est presque, finalement, quel mot je pourrais utiliser de façon polie? Disons qu'on ne se sent pas coincé entre les deux scénarios du tout. Ouais, si on veut aller complètement dans une autre direction, on l'a écrit d'ailleurs dans le manuel de consultation. Ça reste que Mme la Présidente a quand même dit dès la présentation des scénarios que vous visiez à trouver un juste milieu entre ces deux extrêmes-là, ce qui traduit quand même une incompréhension de la situation, on a l'impression. Dans le juste milieu, même M. Couturier n'est pas d'accord non plus avec mon idée d'équilibre, mais l'idée de trouver... Bon, d'accord, Martin-Hugues Saint-Laurent nous a dit c'est le scénario consultatif révisé, en fait, c'est pas un extrême, d'accord, je comprends, c'est un milieu.
Fait qu'il y a tout l'autre bout, l'autre extrême. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais il reste qu'il y a un certain équilibre à essayer de trouver entre de préserver une espèce puis de préserver une structure socio-économique. Puis vous l'avez mentionné, là, tous les bienfaits socio-économiques liés à la préservation, ils existent. Effectivement, il faudrait les documenter. Nous, on a utilisé l'information que le gouvernement avait en main. Si on faisait des études plus poussées, on arriverait certainement avec des chiffres pour Donc, est-ce que la Commission serait ouverte à demander au MFFP de présenter ces impacts économiques-là, de protéger le caribou finalement, les impacts pour la vitalité économique, les impacts aussi de la création d'aires protégées? Parce que dans tous les cas, même si vous êtes une commission indépendante, vous partez d'un document de consultation qui est biaisé à la base, qui présente seulement les impacts sur la perte de possibilités forestières. Si on veut vraiment évaluer les impacts sur l'économie des régions face à la protection du caribou, bien, il faut évaluer tous les impacts, pas seulement la possibilité forestière. Donc, est-ce que vous êtes prêt à demander ces informations-là au MFFP? Oui, certainement. Il y a déjà une étude en cours pour évaluer les impacts socio-économiques, mais encore là, on ne connaît pas les détails, mais on pourrait poser la question et s'assurer que tout le volet préservation... Et évidemment, ils l'ont parce que, bon, le MFFP, ça inclut aussi la CEPAC, puis la CEPAC a beaucoup d'informations sur les impacts, notamment des aires protégées. Donc, ça va me faire plaisir d'aller lire ces documents de consultation-là bonifiés sur votre site Internet bientôt. C'est certain. Puis je suis sûre qu'il y a plein de gens dans la salle qui vont être ravis de pouvoir aller lire ça. On va poser des questions. Excellent. Merci. Merci. Merci beaucoup, Mme Simard. Donc, M. Louis Bélanger, vous pouvez venir au micro. Bonjour, Louis. Alors, bonsoir, Mme Gélina, M. Destou, M. Gagné. Alors, mon nom est Louis Bélanger et je viens ce soir à titre de citoyen de la Côte-de-Beaupré. Une grande partie du territoire du caribou de Charlevoix se retrouve dans ma MRC. Puis ainsi, en tant que professeur de traité en aménagement intégré, qui connaît bien, très bien la réserve faunique des Laurentides et le caribou de Charlevoix. Ce soir, je vais vous parler en faveur du caribou de Charlevoix, vous pouvez peut-être le douter. Mais en préambule, j'aimerais vous dire, Mme Gélina, que vous avez tout à fait raison lorsque vous dites que les enjeux soulevés par cette commission vont bien au-delà de la conservation du caribou forestier. La question fondamentale posée est bien d'établir comment le Québec entend aménager son territoire forestier. Je vous suggérerais cependant que la population du Québec et l'Assemblée nationale ont répondu en grande partie à cette question en 2010 en adoptant unanimement la nouvelle loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. C'est à reconsulter. J'aimerais toutefois rajouter que la réponse de la Commission à cette question va marquer significativement la réputation de la foresterie québécoise, tant vis-à-vis de la population du Québec qu'à l'étranger. Je vous rappellerai qu'une des raisons pourquoi l'industrie avait finalement adhéré au nouveau régime forestier, c'est en raison des boycotts qui affectaient le Québec. Elle va aussi, la réponse à cette question de la Commission, va aussi influencer, en bien ou en mal, la réconciliation du Québec avec plusieurs communautés autochtones. Alors, en premier lieu, j'aimerais vous sensibiliser avec le fait que la conservation de l'habitat du caribou de Charlevoix est en avance sur le reste du Québec. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Un plan de restauration de l'habitat du caribou de Charlevoix est déjà en place depuis 2018 et ses effets déjà intégrés dans les calculs de possibilités. Alors, comment cela? Il faut savoir que l'habitat du caribou de Charlevoix bénéficie d'une désignation légale comme aire de fréquentation du caribou au sud du 52e, désignation qu'elle risque de perdre parce que la population a chuté en bas de 50 individus. Ça serait déplorable si ça arrivait. Ce statut légal impliquait cependant l'obligation de préparer un plan d'aménagement de l'habitat du caribou de Charlevoix. Le plan qui a été produit a pour objectif de maintenir et de restaurer une structure d'âge des peuplements qui est représentative de la sapinière de haute altitude. Donc, pour bien saisir que le plan est à la fois
un plan d'aménagement écosystémique et un plan de restauration faunique dans une réserve faunique dont la vocation est la conservation et la mise en valeur de la faune. Ne pas oublier ça pour la réserve faunique des Laurentides. Il faut enfin comprendre que les principaux effets du plan ont déjà été assumés par l'industrie forestière régionale, déjà en 2013 et ensuite en 2018, quand la version 1 et la version 2 du plan le plan de restauration a été fait. Donc, l'enjeu principal actuellement, ce n'est pas l'impact sur l'industrie forestière de ce plan, c'est le renouvellement ou non du plan d'aménagement et de restauration du caribou forestier qui arrive à échéance cette année. C'est ça qu'il faut qu'on décide, est-ce que oui ou non on renouvelle. J'aimerais d'ailleurs, à ce niveau-là, féliciter l'équipe régionale du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs qui a fait un travail acharné pour la mise en œuvre et l'élaboration de ce plan de restauration. En deuxième temps, j'aimerais répondre à la question qui tue de la Commission. Je vous le dis, est-ce que la future stratégie doit assurer ou non le rétablissement de l'ensemble des populations de caribous sans égard aux efforts à consentir? Pour y répondre, je vais vous référer à 2 engagements du gouvernement du Québec. Premier engagement, le Québec s'est déclaré lié à la Convention sur la diversité biologique. Nancy, tu es probablement au courant des objectifs d'Aichi. Qu'est-ce qu'on dit là-dedans? Cette dernière a fixé comme objectif que l'extinction d'espèces menacées doit être évitée, mais plus important, et que leur état de conservation est amélioré ou maintenu. Amélioré ou maintenu. Alors, par ailleurs, dans la stratégie d'aménagement durable des forêts, qui, selon la loi, doit être à la base de toutes les politiques et actions du ministère. C'est dans la loi, ça. L'objectif fixé pour le caribou, parce qu'il y en a un, est d'assurer que l'aménagement forestier contribue au rétablissement des populations du caribou forestier, pas de population. Je vais vous avouer, je ne comprends pas que le ministère ait posé cet élément-là alors qu'elle l'a déjà engagé dans l'SEDF et que normalement, elle est tenue dans tous ses documents à le respecter. Alors là, je pense qu'il y a eu des initiatives de hautes autorités qu'on peut questionner. Donc, j'en déduis que le Québec s'est déjà engagé formellement à assurer le rétablissement de l'ensemble des populations de caribous sans égard aux efforts consentis. Pour ma part, je ne vois pas pourquoi on devrait dégager le gouvernement du Québec de ce contrat social. Parce que c'est ça la SEDF, c'était un contrat social. Pour sûr que tout le monde qui travaillait sur le caribou forestier n'a pas compris qu'on pouvait présenter un scénario hypothétique et théorique qui viserait l'élimination de populations, en particulier celle du Pic-Moican. En tout cas, c'est un peu surpris à ce niveau-là. J'aimerais terminer en vous sensibilisant au fait que les efforts pour conserver le caribou de Charlevoix et son habitat ont marqué l'histoire de Charlevoix, en commençant par la création du Parc national des Laurentides en 1895, notamment pour préserver les grands jardins et le caribou de ce territoire. Je voudrais aussi signaler les efforts constants de la nation Huron-Wendat pour la conservation du caribou de Charlevoix, collaboration qui n'a pas toujours été, reçue avec générosité et collaboration par les partenaires gouvernementaux. Enfin, je terminerai par cette conclusion. J'espère que l'on se rappellera de cette commission comme un nouveau point de départ, une nouvelle phase de protection du caribou de Charlevoix, et non pas comme la fossoyeuse d'un siècle d'efforts en conservation. Merci, Louis. Je le souhaite aussi. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense que tu as fait état, effectivement, d'incontournable. La question est rude, effectivement. Je pense que c'était plus pour faire réagir, peut-être, que pour autre chose, parce qu'effectivement, comment nous pourrions décider de mettre de côté certaines populations, je ne sais pas quoi dire
pour l'instant. Là. Clément? J'aurais une question pour vous. On comprend que pour vous, c'est un incontournable de tout faire en sorte de préserver la population de caribou de Charlevoix. Donc, ça, c'est un grand objectif. Ça, c'est oui. Oui, puis c'est en respect des conventions signées, des lois et tout. Mais quels sont les éléments d'action qui doivent être posés là, très rapidement là, pour assurer que le déclin est arrêté puis qu'on rétablisse la population? Au niveau de l'établissement du caribou, puis la table GIR de Charlevoix l'a demandé au forestier en chef de calculer la possibilité forestière en tenant compte des mesures de gel de territoire qui a lieu pour que la possibilité puis le territoire soit fait ça. Au niveau de la gestion des caribous en enclos, vous me profitez de dire, pour des raisons qu'on ne comprend pas, les hautes autorités du ministère ont mis sur la glace les comités de travail qu'on avait dans la région avec tous les partenaires pour discuter de ces solutions. Clairement, l'absence de ce groupe de travail-là a fait en sorte qu'on n'a pas posé les questions légitimes de dire, bien, au-delà de mettre des caribous dans les enclos, comment vous allez gérer la population? C'est-tu juste un mouroir? C'est-tu un élément de réintroduction? Moi, je ne suis pas un spécialiste à ce niveau-là, pas comme Serge, mais clairement, la question est posée. Puis c'est ce plan-là qu'il faut... ce plan-là, on l'avait besoin pour hier. Là, on l'a besoin. Puis ça implique une réflexion. Ça touche 3 arbres actuellement. Ça prend une réflexion nationale avec les grands experts pour qu'on ait un plan de match intelligent. Et dans la région, de recommander au gouvernement que pour hier, on refasse le table de travail pour qu'on puisse s'assurer de la mise en œuvre du fameux plan de restauration. Est-ce que dans ce comité de travail-là, tous les groupes étaient représentés? Bon, oui, nous, un peu comme les tables GIR, groupes autochtones, groupes environnementaux, les industriels, et ça permettait, c'était pas toujours, il y avait des bonnes discussions, mais au moins le travail d'équilibre et de recherche se faisait là. Là, ça fait plusieurs années là, qu'ils nous ont fait, puis ils nous informent tout simplement. Et ça, on le voit bien, que ça ne vient pas de la région, ça vient des hautes autorités, puis on ne l'a jamais compris pourquoi ça aidait personne à ce niveau-là. Mais en tout cas, assurément que nous allons poser des questions sur le travail de ces comités-là, où s'en est rendu, pourquoi il n'y a pas eu de suite. Vous demanderez la même question pour la grande table des partenaires nationaux qui, pour la même raison, a tout d'un coup disparu sans explication, qui est également table nationale de tous les partenaires. Il y avait également une table autochtone nationale. Ces structures de concertation-là ont disparu. Alors, quand on recherche l'équilibre, bien, la première étape, c'est qu'on puisse se parler. Ce qu'on a senti à Sainte-Anne-des-Monts, entre autres, c'est un intérêt très, très fort de la part de la population, des citoyens, d'être impliqués dans l'aménagement. Est-ce que l'existence de ces comités de travail, table des partenaires, serait suffisant ou ça prendrait encore plus, puis des instances plus en amont de la planification forestière? Les groupes de travail vont chercher ce qu'on appellerait les forces vives, les groupes de travail qui sont là. Ça, c'est déjà le point de départ. Là, ensuite, il faut effectivement informer la population puis leur permettre des occasions de pouvoir réagir. En particulier, par exemple, je pense à la population de Charlevoix. Là. Alors, quel genre de structure mettre en place? Ça devient des processus de consultation ou d'information. Si déjà on avait des rapports intérimaires, mais c'est cette dynamique-là. Je pense que tout le monde ne veut pas participer à un processus formel de consultation à tous les 9-10 mois, là, mais être informé, puis que si on a quelque chose à dire, on a une façon de pouvoir en informer les gens. Ça, oui. On l'avait avant. C'est ça ce qui est frustrant, cette structure-là, on l'avait dans la région. Merci, M. Bélanger. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Pierre-Jules Lavigne. Merci, Madame la Présidente. Bonjour. Monsieur Dastou, Monsieur Gagné. Alors, je suis ici en tant que citoyen. Bien sûr, j'ai travaillé pour
le gouvernement du Québec comme biologiste. J'ai eu le plaisir de travailler dans les parcs nationaux, dans la dimension exploitation de la faune comme biologiste sur la Côte-Nord, travaillé au ministère de l'Industrie et du Commerce dans le développement des bioproduits, puis à la retraite, ou un peu avant, je suis allé guider à chasse au caribou dans le Grand Nord. C'est avec évidemment très sensible à la question. Pour avoir travaillé dans le parc des Grands Jardins, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé dans Charlevoix? Là, je comprends qu'avec tout l'historique pour lequel vous avez été briefé, vous êtes sans doute plus au courant que moi, mais on avait une population autosuffisante. Ça a été démontré jusqu'en 1992. Il y avait quand même 124 bêtes, 124 individus qui vivaient là. Mais même si, avec les années, l'État s'est donné la mission de conservation en créant 3 parcs nationaux dans la région, malheureusement, la tondeuse forestière est passée, ce qui fait que ça a isolé des parcs nationaux du milieu qui devait la soutenir, c'est-à-dire la forêt boréale entourant chaque petit îlot, chaque petit parc. Avec le résultat que si les parcs sont isolés, le contraire se passe, donc en dehors des parcs, et ça donne comme résultat la disparition ou la mise en enclos du caribou. Donc, l'échec d'une des missions de l'État, c'est-à-dire de conserver, qui se voit confronté avec la mission d'exploitation. On dirait que les vases communicants ne communiquent pas, qu'il n'y a pas de complémentarité entre les deux missions. Ça fait que, évidemment, je suis partisan de tout faire pour maintenir le caribou, maintenir la biodiversité, la diversité biologique, pour parler français, là. Donc, en développant ou en ramenant des vieilles forêts. Commençons par relier les 3 parcs avec des corridors de vieilles forêts. Rappelons-nous que déjà, dans le parc de Jacques-Cartier, il y a des forêts qui ont 70 ans. Donc, on peut faire un lien entre Jacques-Cartier et Grand Jardin. D'ailleurs, quand je travaillais dans Jacques-Cartier, on voyait régulièrement des caribous dans le nord du parc, sur les plateaux. Puis autour de ces 3 parcs, mais il pourrait y avoir un corridor, un périmètre, comme vous appeliez, là, un corridor où on pourrait quand même éventuellement, et je dis bien éventuellement, dans 60, 80 ans, 100 ans, avoir de l'exploitation forestière, mais qui fonctionnerait sur le principe de la beau principe économique que vous connaissez bien, le principe de la substitution. Donc, si on a une vieille forêt nécessaire au caribou, qui a 100 ans, 110 ans, 120 ans, éventuellement, on pourrait la prélever si on a une autre parcelle qui est en reconstruction pour avoir le même rôle écologique au niveau de la diversité biologique et des caribous, bien sûr. Tout ça, ça doit se dérouler. Si on a mis 50 ans à scraper la région, on peut bien en mettre 50, 60 pour la restaurer. Vous voyez, l'équation peut être assez évidente. Qu'est-ce qui se passe ailleurs sur la planète? Quand je suis venu au monde, quand vous êtes sans doute venu au monde, il y avait en 1960, là, il y avait 3 milliards d'habitants sur la planète. Là, demain matin, on est 8 milliards. L'économie forestière s'est bâtie en répondant à la loi de l'offre et la demande. Sauf que la demande a toujours été plus forte que l'offre, surtout lorsqu'on parle d'une forêt boréale à la croissance super lente. Alors, on a dépassé les limites un peu partout, pas juste au Québec. Ailleurs, en Indonésie, on fait pousser des palmiers pour faire du savon, de l'huile de palme. En Amazonie, c'est pour faire du steak. Rappelez-vous qu'on est passé ici d'une forêt d'à peu près 100, 120 ans qui a été réduite à 60 ans. Puis on veut repasser la tondeuse aux 60 ans. On est dans un cycle économique de 60 ans. Donc, l'absence totale de vieilles forêts. C'est qu'aujourd'hui, le résultat, c'est, malgré 3 beaux parcs dans le coin, c'est nos caribous sont en enclos. On a surexploité la forêt, on veut passer 2 fois, au lieu d'une fois en 120 ans, on veut passer 2 fois aux 60 ans. On se trouve avec quoi? Avec un parc industriel surdimensionné. Donc, éventuellement, on va avoir à se poser la question, comment je peux rétablir des vieilles forêts? Comment je peux maintenir des emplois si j'ai un parc industriel qui roule à toute vapeur pour aller chercher la matière ligneuse? C'est qu'on a carrément un problème là.
le petit exemple qui m'a frappé dans mes lectures pour préparer le mémoire, si on prend la biomasse de tous les mammifères, de toutes les populations des 5500 espèces de mammifères connues sur la planète, et je parle d'espèces sauvages, indigènes, la biomasse, le poids relatif de toutes ces bêtes-là équivaut à 15 %. L'autre 85 %, devinez quoi? La biomasse est occupée par des mammifères d'élevage. On en est rendu là sur la planète. 15 % versus 85 %. Fait qu'aujourd'hui, dans notre beau grand pays nordique, dans notre bel îlot de Grand Nord québécois, on s'en vient dire peut-être que, dans le fond, il faudrait éliminer une population de caribous. Moi, ça me rentre pas dans la tête. Je trouve que c'est un seuil qu'on ne peut pas franchir parce qu'on a un exemple à donner, comme disait M. Bélanger, à l'échelle de la planète. Ma proposition est simple. Sur les 60 prochaines années, moi, je trouve que la loi constituante du ministère des Forêts, mais disons forêt, faune et parc, division forêt, qui a un mandat économique, devrait désormais avoir un mandat d'exploitation écosystémique. M. Bélanger en a parlé. Moi, je sais que je suis à la retraite, je ne suis plus à jour tout à fait là-dedans, mais ma vision est là. Cette exploitation écosystémique devra être supportée par un plan de restauration qui va restaurer la biodiversité puis assurer son maintien. Pourquoi? Parce que, on en a parlé tout à l'heure, c'est une propriété collective. La forêt, tous les pays de la planète nous regardent et disent « Hey, vous êtes donc bien chanceux, 80 % du territoire québécois est public. » Bien, c'est unique. Ailleurs, c'est privé. Public, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est vous autres, c'est vous, c'est moi, c'est nous. On ne gère pas la forêt comme si c'était public. On gère la forêt comme si elle était privée en rapport avec la loi de l'offre et de la demande. Tout ce plan-là doit être accompagné, cette nouvelle mission du ministère pourrait être accompagnée d'un plan économique de transition. Le mot transition est très à la mode présentement sur la planète, là. Mais le but, c'est d'accompagner les acteurs économiques, les entreprises, les communautés forestières, les 900 communautés forestières, pour effectuer la transition vers cette exploitation écosystémique. Mais comme je vous disais tout à l'heure, la question qu'on aura à se poser, quelle sera la taille éventuellement de notre parc industriel pour que celui-ci soit en équilibre avec l'exploitation écosystémique de la forêt? Hein? On sait que présentement, à l'œil, là, je vous dirais, c'est le double, parce qu'on ramasse le double de la durée de vie normale d'une forêt. Là. Son cycle de vie de 120 ans est réduit à 60. Des fois, en riant, je me dis, ça devrait peut-être s'appeler le ministère du Bois et non le ministère des Forêts. Hein? Ça, c'est un peu cynique de ma part, mais ça ressemble à ça. Je dirais, comment concilier notre façon actuelle d'exploiter la forêt avec le fait qu'au Québec, on en a glissé un mot juste avant, le Québec abrite le siège mondial du secrétariat sur la diversité biologique des Nations unies. Depuis 1996, tout de même. Hein? Ça avait déjà fait 25 ans. En conclusion, je pense que c'est le temps de passer du statut de pays en voie de développement, où on offre notre matière ligneuse à n'importe quelle condition selon la demande, pour éventuellement se considérer collectivement comme un pays développé. Et voilà. En gros, c'est ce que j'avais à dire. Merci, M. Lavigne. Donc, on est trop d'humains sur Terre. C'est un peu ça qu'on retient. Non, je fais une blague, même si, dans le fond, moi-même, je le pense un peu, mais bon. Je ne suis pas démographe, j'aurais de la misère à soutenir des positions comme celle-là, mais il va se réguler des choses de toute façon à un moment donné. Mais d'ici là, qu'est-ce qu'on fait, nous, avec notre diversité biologique? Effectivement, vous avez parlé beaucoup de l'aménagement écosystémique. Souvent, on la présente, une façon de limiter la nature par nos approches sylvicoles. On est conscient que ça ne va pas permettre nécessairement d'aller chercher les volumes de bois qu'on a besoin pour répondre aux demandes qui sont grandissantes. Est-ce que si on ajoutait vous avez parlé aussi de parc industriel, est-ce que si on ajoutait un volet aménagement intensif,
mais dans des territoires dédiés à ça, en laissant d'autres territoires justement plus écosystémiques ou pour la nature. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisageriez de bon œil? Étant donné que la restauration, si on veut appliquer le principe de substitution, j'avoue que le Conseil de l'industrie forestière s'est dit, on va accepter des espaces de conservation si on peut exploiter davantage intensivement ailleurs. Mais là, j'ai dit, voyons, il y a quelqu'un qui ne comprend pas, là. Tu sais, qu'on roule à double capacité tout le temps. Il faut juste slacker à poulie, comme on dit, pour revenir à un niveau raisonnable, tu sais. Ça fait que là, y aller avec des espaces intenses, non. C'est le principe de substitution en soi. Il se trouve à éliminer ça, tant que moi, là. Parfait. Merci beaucoup, M. Lavigne. Au plaisir. Je veux juste vous rappeler que la stratégie nationale du bois, qui date de 2020, il y a 2 ans, veut, d'ici les 60 prochaines années, doubler la récolte. Avec là, je me dis, mais voyons, c'est de quoi qu'on parle encore? On est ailleurs complètement. Merci. Merci. Merci beaucoup. J'appelle maintenant M. David Vien à venir au micro. Bonjour. Donc, merci de nous entendre. Donc, oui, mon nom est David Vien. Je suis directeur général adjoint du Conseil régional de l'environnement de la région de Capitale-Nationale. Et je suis aussi technicien de la faune depuis une vingtaine d'années. Tout d'abord, la mission première du CRE consiste à promouvoir l'insertion des valeurs environnementales dans le développement régional en préconisant l'application de la gestion intégrée des ressources et du développement durable, laquelle se traduit par le maintien de l'intégrité de l'environnement, le soutien à l'équité sociale et la recherche d'une efficience économique. Donc, en tout respect, tout d'abord, nous avons l'impression que cette commission-là est une mascarade pour attendre encore plus longtemps pour prendre action pour la protection de l'habitat du caribou. Le niveau, vous le savez, on a entendu plein d'intervenants là-dessus aussi, le niveau de connaissance pour protéger le caribou, nous l'avons, nous savons quoi faire, et depuis longtemps. On a des plans d'action qui datent, déjà plusieurs plans d'action qu'on a vu passer depuis les dernières années, sans que des actions réelles soient réalisées. Sur ce, nous appuyons l'opinion de Nature Québec à propos des scénarios, comme quoi le scénario sans impact sur l'industrie est totalement inacceptable. Et on ne peut pas imaginer, juste dire, on laisse aller des populations de caribou. On est qui, nous, pour dire que le caribou n'a pas besoin d'exister sur Terre? Puis que le premier scénario n'est pas un extrême, n'est surtout pas un extrême et tout simplement un compromis. Sachant qu'on est prêt à agir depuis longtemps, qu'on repousse toujours le moment d'intervenir pour protéger le caribou, nous avons créé une situation où ça nous mène à des actions radicales qui doivent être posées. En agissant plus tôt, les impacts sur le secteur forestier auraient pu être plus modérés. Puis encore là, les impacts sur le secteur forestier, est-ce qu'il est si grand que ça? Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui, en 2022, opposer l'économie et la conservation de nos écosystèmes, alors qu'on sait que les services écologiques ont une valeur dont nous n'avons peut-être pas encore tout le niveau de connaissance pour les évaluer correctement, considérant particulièrement que le caribou est une espèce parapluie et que sa protection permet de protéger d'autres espèces et multiples fonctions écologiques maintenues dans le milieu.
Puis, encore là, voyant que pour la région ici, le scénario de compromis, donc le premier scénario, n'engendre même pas de réduction de capacité forestière dans la région. Fait qu'on ne parle pas de perte d'emploi dans Charlevoix, là. On n'est pas là du tout. Donc d'abandonner le caribou, ce n'est pas fait pour le bien-être de l'économie de la région. Puis encore là, on est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Est-ce qu'on va être capable de produire plus, d'augmenter la capacité forestière? Est-ce qu'on va être capable de venir chercher ce bois-là en plus, considérant la pénurie de main-d'œuvre? J'en doute. Donc, les impacts socio-économiques apportés par le ministère ne considèrent aussi que l'industrie forestière et les activités d'aménagement forestier. On reconnaît l'importance de l'industrie forestière, on en a besoin dans nos régions, mais il y a aussi beaucoup d'autres secteurs qui doivent être pris en considération. Bon, juste au niveau de la MRC de Charlevoix, le plan de développement économique de Charlevoix ne parle pratiquement pas de l'industrie forestière dans le développement économique de la région. Donc, je ne pourrais pas dire que c'est un niveau marginal, que l'économie forestière est marginale dans la région, mais ce n'est pas là-dessus que la région souhaite se développer. Donc, pourquoi augmenter notre capacité forestière pour développer une partie de l'économie qu'on ne souhaite même pas développer dans la région? Ensuite, bon, les certifications FSC, qui est incontournable pour notre industrie régionale, on risque encore là de perdre ces certifications-là, d'avoir encore des pertes pour l'industrie forestière. Donc, de s'empêcher de protéger le caribou est probablement plus nocif pour notre économie que de tout faire pour protéger cette richesse qu'on a devant nous. Et puis, bon, j'ai d'autres intervenants ici qui ont beaucoup parlé des lois que le gouvernement s'est votées, qu'il ne respecte pas, que ce soit la loi sur le développement durable, qui cherche à appliquer les principes de précaution, de préservation de la biodiversité et du respect de la capacité de support des écosystèmes. La loi sur les espèces menacées et vulnérables. Ensuite, attendre une telle loi, le Québec se donne alors les moyens de protéger l'ensemble de la diversité des espèces présentes sur le territoire et s'engage à garantir la sauvegarde de l'ensemble de la diversité génétique du Québec. Puis la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, qui dit que l'aménagement durable des forêts contribue à la conservation de la diversité biologique. Et puis là, une chance qu'il y a des lois fédérales pour venir remettre corriger un peu la délinquance de notre gouvernement du Québec de ne pas respecter ses propres lois. Donc, conformément au principe de précaution, je suis en train de dérailler de mon texte, ça fait que c'est un peu bizarre. Toutes ces lois doivent être respectées et cela fait partie de la responsabilité du gouvernement. Le gouvernement fédéral pourrait ouvrir la loi sur les espèces en péril et forcer le Québec à mieux protéger le caribou. Et c'est dommage de penser qu'il faut être rendu là pour pouvoir protéger alors qu'on a tous les outils légaux pour le faire. Si aujourd'hui nous sommes ici, c'est parce que notre industrie forestière, on a laissé notre industrie forestière dépasser la capacité de support de notre écosystème. Et ce n'est pas le caribou qui menace notre industrie forestière. Je dirais peut-être plus que c'est le ministère lui-même qui menace l'industrie forestière en voulant protéger cette industrie-là et qui la rend plus vulnérable face à notre réputation internationale, face aux actions beaucoup plus radicales qui devront être faites par l'absence d'action. Voilà. Merci, M. Vien. Vous avez mentionné que le développement économique régional parlait très peu, sinon pas du tout, du secteur forestier.
quels sont les secteurs que la région voudrait développer qui est en lien avec les forêts, l'utilisation des forêts? C'est principalement le milieu éco-touristique. En fait, ce que Charlevoix vend, c'est ses paysages, c'est sa nature. Sans ça, il n'y a pas d'industrie dans Charlevoix. Donc, en préservant ce milieu-là, on vient bonifier l'offre touristique et l'offre économique dans les régions. OK, puis en termes de respect de la capacité du sport, nos milieux, est-ce que de ce côté-là aussi du récrotourisme, il y a des éléments à considérer? Tout à fait. Tout à fait. Il y a des éléments à considérer là-dessus. Je ne suis pas un spécialiste en tourisme durable, mais évidemment, le même principe s'applique. Parfait. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Ça va. Merci beaucoup. Merci. Merci tout le monde. Donc, on va prendre une courte pause d'environ 5 minutes. Si jamais il y en a qui souhaitaient présenter un mémoire qui n'ont pas eu la chance de le faire, je vous invite à vous inscrire à la table d'accueil à l'arrière. Merci beaucoup. Je vous invite à reprendre place. On va commencer sous peu. Ce ne sera pas long, parce qu'il n'y a plus de mémoire. C'est juste les... Excellent. Donc, on va ouvrir les micros maintenant pour les citoyens qui souhaitent prendre la parole. Donc, on va vous inviter à venir au micro. N'oubliez pas de vous identifier, donc de mentionner votre nom avant votre intervention. Vous aurez un temps de parole de 5 minutes. Donc, on ouvre les micros jusqu'à environ 22 heures. Je ne sais pas si on a une première personne qui veut venir à l'avant. C'est vous. Alors, bonjour. Vous m'entendez bien, oui? Oui. Bon, essentiellement, je représente Groupe Lebel. On ne dépose pas de mémoire, là, pas pour tout de suite, mais on voulait quand même s'exprimer devant la commission. Alors, bonjour à vous trois. Puis, premier élément, c'est qu'on voulait pointer qu'essentiellement, là, dans les documents de la commission, il est mentionné que le coût de la stratégie, si on peut le dire ainsi, c'est environ 65 000 m3. Là. La différence entre les deux scénarios. Puis nous autres, on voudrait dire d'entrée de jeu là, qu'on est prêt à aller là. De toute façon, nos actions passées parlent pour elles-mêmes, c'est-à-dire que la stratégie qui est en place est déjà en place. Là. Alors, c'est évident que de ce côté-là, on réitère notre engagement là, à la protection du caribou dans Charlevoix. Ce qui, je pense, est certainement une différence avec d'autres régions. Fait qu'après ça, dans le fond, on s'inscrit dans la continuité de nos prédécesseurs. On parle de caribou forestier au niveau régional depuis 2004. Formellement, je crois, depuis 2013. Louis a mentionné tout à l'heure. Alors, du côté de ce côté-là, là, soyez sans crainte. Là. Fait que, on se rappelle que la stratégie actuelle au niveau du caribou de Charlevoix, c'est l'œuvre, entre autres, des industriels de l'époque, Abitibi, Bowater et d'autres, et de tous les partenaires du territoire. C'est pas seulement cette stratégie-là n'est pas seulement l'œuvre des industriels qui étaient en contrôle des stratégies d'aménagement à l'époque. Puis ça fait presque 20 ans qu'on en parle. Fait que d'ailleurs, c'est la seule arbre, comme Louis a mentionné, qui est officiellement reconnue avec un habitat légal qui est décrété. Alors, c'est pas rien. Puis là, on parle de l'agrandir dans la stratégie qui est envisagée. Fait que, par contre, vous allez me dire nécessairement qu'elle n'a pas donné les résultats escomptés, parce qu'essentiellement, ce qu'on se rend compte, c'est que la stratégie actuelle était basée sur la restauration de l'habitat, alors que la restauration de l'habitat est seulement qu'une seule composante là, de la question du caribou. Là. Puis ça semble être le cas pour toutes les arbres dans tous les cas. Fait qu'on parle d'une restauration, c'est ça. Les dernières 15 années, les connaissances scientifiques qui ont été obtenues grâce aux nombreuses recherches qui ont été parrainées par tous les acteurs du milieu ont démontré que non seulement il fallait restaurer l'habitat, mais qu'il fallait contrôler la prédation qui est assez importante dans les territoires aménagés. Fait qu'on s'attaquait à l'habitat, mais il y a aussi la question de la prédation. Fait que, et on se rend compte même qu'il faut exercer un contrôle assez marqué sur la prédation parce que durant les 10 dernières années, dans le cas de la harpe de Charlevoix, il y a eu des actions notables qui ont été faites pour la prédation. Puis la harpe continue de décliner. S'il y a quelque chose, là, le déclin s'accélère.
Fait qu'on aimerait porter à l'attention de la Commission particulièrement des éléments plus techniques là, et moins, disons, d'envergure stratégique que les autres intervenants, mais que la question du contrôle de la prédation présente des enjeux majeurs puis des difficultés qui sont pratiquement inédites là, à l'échelle je dirais certainement à l'échelle du Québec, mais probablement à l'échelle internationale. Là. Parce qu'on parle de plusieurs composantes, de contrôler ou d'agir sur plusieurs composantes de l'écosystème, puis plusieurs utilisations du territoire. Fait que c'est une toute autre envergure que les premières générations de stratégies pour le caribou forestier, puis d'une toute autre complexité, avec beaucoup plus d'acteurs. Au niveau de l'écosystème, on peut penser, entre autres, oui, à la restauration de l'habitat, comme j'en ai fait mention depuis le début, mais aussi au contrôle actif des prédateurs, qui a été fait, j'en ai fait mention, mais spécifiquement au contrôle du loup et de l'ours noir. On peut mentionner là, que depuis 10 ans, là, il y a des centaines de loups et d'ours qui ont été trappés pour tenter de diminuer l'effort de prédation, puis que ça commence à soulever en soi même des problèmes d'éthique au niveau biologique. Là. Ça a été notamment soulevé là, dans le cas de l'Audi FSC là, du territoire du Séminaire de Québec. Je pense qu'ils en font mention dans leur mémoire notamment. Puis, disons, des préoccupations qui sont, bref, importantes puis qui doivent être adressées par la nouvelle stratégie. Puis, ce qui nous semble encore plus d'importance, c'est pas le contrôle actif des prédateurs, mais le contrôle passif, notamment, au premier rang, le démantèlement des chemins. Puis, vous n'êtes pas sans savoir, j'apprends à personne ce soir, puis le dernier intervenant avant la pause en a fait mention, qu'on est en périphérie de Québec. L'utilisation principale du territoire est devenue, dans les 25 dernières années, une utilisation pour la chasse, la pêche, la villégiature, les véhicules récréatifs hors route, là, je ne sais pas comment on les appelle, là, les véhicules motorisés récréatifs ou peu importe, là. Les VTT, les motoneiges au premier rang, les côte à côte, puis le premier au banc de ceux qui ont un impact, c'est les motoneiges hors piste. On le voit, là. Ils se promènent partout puis ils créent un gros réseau là, accessible à la prédation l'hiver. Disons que ça nous préoccupe particulièrement. Puis on se questionne aussi sur essentiellement, donc, ce qu'on se questionne, c'est la faisabilité. La faisabilité, quand on dit ça, c'est la disponibilité des fonds. Je pense que 9 à 15 millions, c'est une sous-estimation de ce que ça va coûter qui est assez majeure. Après ça, il y a trouver les entrepreneurs, trouver les équipements, trouver les opérateurs pour faire ces travaux-là va être une tâche d'envergure, on peut vous le dire. On a de la difficulté à en trouver pour faire les travaux forestiers qu'on fait là, ces années-ci dans l'est de Charlevoix. Fait que ça, c'est dans toute bonne stratégie, il y a des éléments qui sont, disons, pas centrales à la réussite de la stratégie, mais qui sont des éléments à surveiller. Puis ça, on pense que ça doit être définitivement là, regardé parce que c'est un facteur de réussite là, majeur. Ensuite de ça, bien, il y a l'acceptabilité sociale de cette réduction-là de la possibilité de circulation en forêt. Là. Puis l'ampleur de la tâche, puis les conséquences sont, pour tous les utilisateurs de la forêt sont majeures. Puis on pense que souvent, là, dans les derniers mois, c'est un élément qui a été passé, sans dire passé rapidement, mais qui semble être mal compris par plusieurs intervenants. Puis certaines des interventions ce matin, c'est pas ce matin, mais avant la pause, en sont un exemple. Là. Il va y avoir la diminution de l'utilisation du territoire va avoir des conséquences sur tous les aspects. Puis, sans vouloir entrer dans les détails, on donnerait un seul exemple à ça, qui est un exemple qui avait été soulevé au groupe opérationnel régional avant la pandémie, là, qui est la portion du territoire visé qui est à l'est de la route 381. C'est un territoire où il y a eu notamment un chablis d'envergure en 1996, 2 feux de forêt, il y a une ZEC, une pourvoirie, c'est un terrain de jeu pour les motoneiges hors piste. Puis ça, c'est juste un exemple d'une partie du territoire où on veut créer, dans la nouvelle stratégie, un massif de protection. Fait que, tu sais, il y a un principe là, que mon patron faisait valoir qui était, tu sais, quand on est rendu là, ben, c'est tout ou pas en tout. Puis tout, ben, ça veut dire beaucoup pour tout le monde. Nous autres, on est prêts. Puis on voudrait que tout le monde soit prêt là, essentiellement. Là. Puis ce qu'on veut, c'est si on décide que ces 65 000 m3-là, dont effectivement on s'en est déjà coupé dans des stratégies précédentes, ben, si on veut continuer de faire ce sacrifice-là comme société, parce qu'on a besoin de bois, malgré ce qu'on dira de l'industrie, elle est là pour répondre à des besoins, ben, on veut une stratégie robuste puis qui a des fortes probabilités de réussite.
Puis on a des inquiétudes spécifiquement sur les fortes probabilités de réussite. Parce qu'on semble encore juste parler d'aménagement forestier, alors que la question est devenue beaucoup plus large que cela. Essentiellement, c'était ça notre propos. Merci. Donc, si je résume, on devrait continuer à appliquer le plan d'aménagement qui était déjà prévu. Je ne sais pas à quelle mesure il est déjà en place, mais lui ajouter des mesures encore plus, peut-être pas extrêmes, mais des mesures comme le contrôle de la prédation, fermeture des chemins et, comme tu as mentionné, l'impact que ça a en fait sur tous les utilisateurs du territoire. Donc, harmoniser un peu plus l'utilisation du territoire. On s'en remet aux personnes compétentes. À ce titre-là, c'est sûr que les comités de travail là, sur le caribou étaient, je pense, un bon travail. Écoutez, ils ont pondu une nouvelle stratégie, puis les gens qui l'ont pondu sont des personnes compétentes. Puis s'ils pensent que c'est ça qui va donner des résultats, bien, allons de l'avant. Mais tu sais, il y a un niveau d'investissement dans cette stratégie-là qui va au-delà de l'aménagement forestier. C'est essentiellement ça qu'on dit. Là, après ça, la position des massifs de rétablissement puis ces choses-là, ça dépasse la compréhension de, tu sais, même moi, puis je travaille dans la réserve faunique des Laurentides, là, si j'inclus mon passage dans la recherche depuis 15 ans. Là. Fait que c'est des questions extrêmement complexes. Là. Fait que, on veut pas rentrer là-dedans, mais c'est clair que si on veut que cette nouvelle stratégie-là, qui celle que vous avez présentée au début, fonctionne, il y a beaucoup d'efforts qui sont à mettre là-dedans. Est-ce qu'il y a combien de bénéficiaires de garantie d'approvisionnement qui sont concernés par les unités? Il y en a essentiellement là, de près ou de loin une dizaine, parce qu'on a plusieurs autres essences qui sont attribuées. Mais Groupe Lebel, là, c'est le principal industriel pour la portion Charlevoix, avec Ciridion et Fils à Saint-Raymond. Mais c'est Groupe Lebel là, qui réalise soi-même 80 à 90% des interventions. Là, des interventions qui sont dans la région de Charlevoix-Bas-Saguenay. On s'entend que le territoire visé par la stratégie fait déjà l'objet d'une stratégie, fait qu'on y va peu, on y va point, on n'y va pas. Là. Contrairement à la perception qu'il semble avoir de plusieurs intervenants, là, le territoire est déjà en restauration là, à l'heure qu'il est. Donc, s'il y a une ouverture de la part du groupe Lebel, il y a des fortes possibilités pour que la stratégie soit mise en œuvre et que ça donne des résultats. Si on met toutes les mesures en place, ça pourrait donner des résultats. Ça a des chances d'aller, je ne peux pas parler pour les autres, mais ça a des chances d'aller chercher leur adhésion comme ça va aller chercher la nôtre. Merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres interventions? Bonjour. Mon nom est François Melleux. Je n'ai pas une grosse expérience par rapport à ça, mais je vis le Picmogan depuis l'âge de 8 ans. On a bâti un camp de chasse là. Il y avait beaucoup de caribous quand on est arrivé à l'époque. Moi, j'ai repris le camp depuis une dizaine d'années à peu près. Puis j'avais 24 caribous juste dans mon environnement. Puis je me demande s'il en reste encore dans mon coin. Il y en avait à peu près, il y a 2 ans, il en resterait une arbre de 7. Pour aider, vu que le réservoir officiellement, je pense qu'on achève de la coupe forestière, il reste la baie des Hirondelles, puis un petit peu dans le haut. Fait que le réservoir Picmogan, on va avoir fait le tour là, dans les 30 ou 40 dernières années. Fait que je ne peux pas croire qu'il reste encore des arbres à aller chercher là. Puis ils vont être durs à aller chercher ceux qui restent. Je pense que la solution qui est la plus rapide et qui est la plus facile, c'est les agents de la faune. Depuis plusieurs années, il y a une diminution des agents de la faune, puis on dirait que c'est voulu pour que vous ayez moins de monde dans le bois pour qu'on voie ce qui se passe. Ça, c'est mon opinion personnelle. Après ça, ce qui est des enclos, ben oui, ça peut peut-être marcher, mais le caribou a besoin de lichen, ils vont piétiner le lichen, ils n'auront plus. Fait que j'ai un doute par rapport aux enclos à long terme. Juste rajouter une donnée que les biologistes possèdent peut-être pas. Le caribou a besoin d'une autre substance qui est de l'halite, H-A-L-I-T-E. Moi, je le vis. Dans mon coin, j'allais voir pourquoi que les caribous se tenaient à des endroits particuliers. Puis à chaque endroit, je trouvais des plaques d'halite. Pas grosses, là, un 10, un pied par 2 pieds par 3 pieds.
puis il y était peut-être une vingtaine d'individus à s'entourer dans ce coin-là régulièrement. Moi, je vous parle, en dedans d'une semaine, je pouvais avoir des individus, il y a 3-4 fois des arbres. Puis à chaque fois, ils sont toujours ciblés, ils arrivent toujours par des directions où il y a de la ligne. Fait qu'un détail à rajouter dans vos recherches. Merci. Merci. D'où l'importance de la connaissance. Oui, un peu ici. D'où l'importance de la connaissance du territoire par les gens qui l'habitent, que ce soit des communautés autochtones ou allochtones, mais c'est important d'avoir cette contribution-là, oui, dans le cadre de la commission, mais surtout dans l'établissement des différents plans d'aménagement et dans leur application. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres gens qui souhaitent prendre la parole ce soir? La parole est à vous. C'est le moment ou jamais. Sinon, on va terminer la soirée. Sinon, il y aura toujours lieu, si vous êtes mal à l'aise de parler en public, de répondre à nos questions, des questions choc, comme dirait M. Bélanger. Mais si ce n'est pas répondre aux questions, ça peut être simplement témoigner, nous donner votre opinion, mais nous donner aussi vos pistes de solutions, comme on en a entendu ce soir. C'est comme ça que la commission va se nourrir. On va arriver à faire des recommandations au ministère et qu'on espère qu'ils vont être, j'allais dire, pris avec la patate chaude, pas du tout ça que je voulais dire, mais ils vont sentir une obligation finalement, comme la population va être derrière ces recommandations-là, bien qu'ils vont se sentir une obligation de finalement d'aller de l'avant, d'agir. Merci. Monsieur Couturier? Bien, certainement. Allez-y. Monsieur vient de parler de garde en captivité. Il y a différentes choses. J'ai déjà fait des projets avec le zoo de Saint-Félicien, entre autres, sur un projet sur 3 ans où on avait capturé des caribous au nord de Radisson. C'était les caribous de la Rivière-aux-Feuilles, des caribous migrateurs. On les a gardés pendant 3 ans en captivité. On les a étudiés, on les a pesés à chaque mois et tout ça. Et il y a différents projets, puis il ne faut pas tout confondre. Dans les documents que la commission, que le ministère vous a donnés, il est question de 2 types d'enclos. Enclos de petite taille et enclos de grande taille. Quand je dis que les chiffres de la commission du ministère sont souvent invalides, par exemple, pour les enclos de grande taille, de quoi on parle? On parle d'enclos de 70 km², 50, 60, 70 km². Ça, c'est une technique qui n'a jamais été utilisée au Canada. Donc, selon moi, c'est invalide de mettre des millions de dollars pour une technique éventuelle de grands enclos. Puis les gens qui ont l'expérience de la nature puis de la forêt, là, imaginez garder une clôture de plusieurs dizaines de kilomètres carrés. À côté de ça, dans les propositions, dans les chiffres du ministère, il est question d'enclos de petite dimension, un peu comme il y a à Charlevoix, à Val-d'Or et maintenant en Gaspésie. Le projet en Gaspésie, qui pourrait être répété ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce serait de garder des animaux en captivité, mais personnellement, je ne crois pas que ça devrait être fait dans des milieux isolés, dans des milieux difficiles d'accès, sans électricité, sans tout. Les jardins zoologiques ont l'expertise pour garder des animaux, des caribous en captivité. On sait comment les nourrir. Des moulets qui s'appellent des moulets cervidés à 12 % de protéines. Il y a une période d'acclimatation. Si on prend des animaux sauvages, il faut les passer à la moulée, pas dans 2-3 jours, mais sur un horizon de quelques semaines. Tout ça, on connaît ces techniques-là. Donc, ça se fait. Et ça se fait. Et les animaux peuvent demeurer sauvages, parce que c'est important. Si l'objectif, c'est de les retourner en nature, il faut qu'ils demeurent sauvages. Dans le projet avec le bioparc en Gaspésie, on avait même imaginé d'amener des chiens dressés qui harcèleraient les caribous une fois par mois, disons, pour conserver la peur des canidés, la peur des coyotes ou des loups. Donc, on connaît assez bien ça. Ceci étant dit, je ne suis pas le promoteur de la mise en captivité de tous les caribous du Québec. Là. Si on est rendu là, c'est parce qu'on est rendu à un moment critique. Mais à un moment donné, il faut être réaliste. Val-d'Or, 7 caribous. Ici, il y en a 16 mis dans un enclos. En Gaspésie, on serait à une 30aine.
des nombres aussi faibles, je pense qu'à un moment donné, on n'a pas le choix que d'envisager la mise en captivité et la réintroduction. Parfait. Merci, M. Couturier. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut venir au micro? Non? Bon, bien, c'est ce qui conclut la soirée de ce soir. Je vous remercie beaucoup, là, vous tous, d'être présents ce soir et merci beaucoup pour votre participation. Je vous invite à suivre les travaux de la commission sur le site Internet. Comme Mme Gélina l'a mentionné, il est également possible de répondre au questionnaire en ligne. Et quant aux mémoires, si vous n'avez pas eu la chance de déposer votre mémoire, vous pouvez le faire jusqu'au 31 mai, également sur le site de la commission. Donc, encore une fois, merci à tous et chacun de votre présence ce soir et je vous souhaite une bonne soirée et un bon retour à la maison.